et messieurs, bonsoir. Plus de 100 jours après le nouveau départ, l'essentiel des préoccupations des Béninois tourne autour des questions économiques. La situation du pays à la prise du pouvoir par le président Patrice Talon le 6 avril dernier, on s'en souvient, n'est guère reluisante. Mais le désastre économique relevé par les experts du FMI ne semble pas émousser les ardeurs au sein du gouvernement. L'État a levé un emprunt obligataire de 150 milliards de francs CFA pour relancer l'économie et depuis, les mesures s'enchaînent. Mais ces initiatives seront-elles suffisamment efficaces pour tirer la croissance vers le haut et produire le miracle tant espéré par les Béninois? Eh bien, nous allons poser la question à celui qui tient le cordon de la bourse. Mesdames et messieurs, vous l'avez deviné, c'est Romuald Wadani, le ministre de l'économie et des finances, qui est notre invité ce soir. Il a accepté notre invitation. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Voilà, nouveau départ en attendant le miracle économique. C'est le thème de cet entretien que j'ai le plaisir d'animer avec mon confrère Josué Merouenou du quotidien La Nation. Josué Merouenou, bonsoir. Bonsoir Renaud, monsieur le ministre, bonsoir. Voilà, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons marquer un arrêt sur ces images qui datent du 13 avril dernier, jour du premier conseil des ministres, alors que tous les ministres défilaient devant les objectifs des caméras pour livrer leurs toutes premières impressions. Eh bien, monsieur le ministre, vous vous êtes gardé de toute impression, de tout commentaire. Devrait-on lire derrière cette attitude un trait de caractère? Quel est le style Wadani finalement? D'abord, bonsoir messieurs les journalistes. Merci pour cette invitation. Pour répondre à votre question, je dirais que c'est peut-être un style de travail. Je suis un homme d'action et pas un homme de parole. La charge de ministre de l'économie et des finances est lourde. Elle est lourde généralement. Elle est encore plus lourde dans un pays où la situation économique est préoccupante. Donc ce jour-là, il était hors de question pour moi de dire quoi que ce soit, puisque tout ce que j'aurais pu dire en ce moment-là n'aurait pas été supporté par des faits. Je venais de rentrer en fonction. Je savais que la situation était critique. Je n'avais pas encore les données sur l'ampleur du désastre. Il n'était pas question pour moi de me prononcer, puisque tout ce que je dirais ce jour-là n'aurait pas eu de fondement. Voilà, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous êtes le plus jeune ministre du gouvernement, on peut le dire, à 40 ans. Vous étrenez un curriculum vitae qui peut faire parler d'envie plus d'un. On va rappeler ces détails tout à l'heure. Josué Meroué, nous allons parler économie et tout de suite, la toute première question. Monsieur le ministre, bonsoir. Renaud Akakou le disait tout à l'heure, plus de 100 jours sont passés depuis l'avènement du régime du nouveau départ dont le président Patrice Talon est le chantre et qui a bien voulu vous confier les rênes du ministère de l'économie et des finances. On vous a déjà vu plus d'une fois vous prononcer sur la question, mais concrètement, quel était l'état de la trésorerie de notre pays au 6 avril, au moment où le président Patrice Talon prenait les rênes du pouvoir? Merci, monsieur le journaliste. Avant de parler de l'état de la trésorerie, je pense qu'il est important, et surtout parce que c'est la première fois que j'ai le plaisir d'accepter votre invitation, il est important de clarifier et de poser le cadre général de la situation économique et financière du Bénin au 6 avril, du point de vue purement économique. Les agrégats macroéconomiques dont on se sert pour apprécier une économie étaient dans un état que j'ai déjà qualifié plusieurs fois, mais dans un état plus que préoccupant. Je vais en prendre deux pour illustrer ce que je dis. Le premier, c'est le niveau du déficit. Chers amis téléspectateurs, chers amis journalistes, vous imaginez que, au titre de l'année 2015, le niveau du déficit budgétaire du Bénin approchait les 8%. Ceci est le déficit le plus élevé depuis au moins 1999. C'est-à-dire que nous avons un cadre qui est connu, les informations sont disponibles, vous pouvez vous-même vérifier année après année auprès de la Direction générale des analyses économiques, de l'INSAE, les performances économiques du Bénin. Vous pouvez également les comparer à celles des pays avoisinants, et celles de l'UEMOA, qui ont en gros les mêmes facteurs économiques que nous. Donc vous avez un pays qui vient de boucler une année avec un déficit abyssal. Ça, c'est clair, c'est une réalité. Deuxième élément, c'est sur le point financier, le niveau de la trésorerie. Le jour où nous prenions le pouvoir, quand on compare les instances de paiement, c'est-à-dire
les personnes qui ont fourni du service ou qui ont droit à réclamer de l'argent tout de suite à l'État, et qu'on compare au cash disponible, il y avait un déficit énorme, puisque les instances s'élevaient à 162 milliards. Voilà l'État. Et je vous livre des chiffres qui sont consignés dans des PV, des chiffres qui ont été confirmés par le Fonds monétaire international qui a effectué une mission durant le mois de mai. Donc voilà un peu le cadre général dans lequel nous avons pris fonction. Il y a plusieurs autres facteurs sur lesquels je pourrais me prononcer. Mais plus important, parce que la parole d'un ministre des Finances peut jouer sur le moral des investisseurs, Absolument. Je tiens à dire que les agrégats macroéconomiques se sont dégradés, la situation de trésorerie désastreuse, mais nous avons de quoi rebondir. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça que je veux que les gens retiennent. On va y aller tout de suite. Un État, enfin, parlons un peu des mesures d'assainissement, puisque, comme on le dit, l'État, c'est une continuité. Vous avez vu une trésorerie difficile, désastreuse, vous l'avez dit. Que faire maintenant? Alors, en fait, il faut faire plusieurs choses. Et en gros, 3 catégories d'actions. C'est-à-dire que la première chose à faire, c'est d'arrêter la tendance. Vous avez vu dans les rapports du Fonds monétaire international que sur le premier trimestre, le Bénin a accusé beaucoup de dépassements budgétaires. Pour parler en termes simples, donc vous commencez l'année avec un budget dont vous listez action après action pour chacune des structures ce que vous prévoyez de dépenser pour l'année. Et ça, c'est inscrit dans la loi de finances qui est votée à l'Assemblée nationale. Donc au bout d'un trimestre, il y avait non seulement plusieurs lignes de dépenses qui avaient été dépassées, c'est-à-dire on avait consommé les crédits prévus pour 12 mois, on les a consommés en un trimestre, mais pire, il y avait des dépenses non budgétées au niveau du budget, c'est-à-dire non prévues en décembre et qui ont été engagées dès le mois de janvier. Je vais vous donner 2 exemples. Vous savez que les enseignants avaient une prime d'incitation à la fonction, les enseignants de primaire, une prime d'incitation de 10 000 francs. Absolument. Cette prime a été en fin d'année 2015 augmentée. En tout cas, au lieu que ce soit une prime fixe, elle est passée à un indice. On a dit désormais, on vous paiera sur l'indice 1,25. Ce qui a un impact direct sur la masse salariale, les charges de salaire sur l'année 2015, puisque après, quand on compare, ça fait un écart de 10 milliards de plus en charge. Et ça, ce n'était pas prévu au budget. Ça, c'était annoncé après que le budget était arrêté. Mais il fallait le faire, puisque c'est une décision du gouvernement, il fallait le faire. Et l'État est une continuité, donc nous payons cette mesure. La deuxième chose, après 10 ans au pouvoir, alors que le budget 2016, voté juste quelques semaines avant, n'avait pas du tout parlé d'acquisition d'avions présidentiels, il a été décidé d'acheter un avion dans des conditions inexplicables, sans aucun respect des codes du marché public. Donc nous avons également décidé, ça fait partie des choses que nous avons arrêtées dès le 6 avril, nous avons arrêté le paiement du solde de cet avion et nous avons retourné l'avion. Oui, mais précisément à ce niveau, puisque cette question nous intéresse, vous avez dit l'avion présidentiel a été renvoyé en Afrique du Sud, c'est l'information que nous avons eue, mais dans quelles conditions, comment est-ce que vous avez pu gérer cette situation-là? Les Béninois veulent savoir. Non, mais c'est simple. Donc, moi, le point que je voulais faire là, c'est de dire qu'il y a eu toute une série de dépenses engagées sur 2016 qui n'avaient pas été prévues. Et l'exemple de l'avion est un parmi tant d'autres éléments. Et donc, sur ce point, c'est simple. Ce que nous avons fait, nous avons refusé de payer. Nous avons dit que nous n'avons pas compris à quoi ça servait. J'ai moi-même bloqué le virement, je pense, 1,5 milliard qui était prévu, exécuté le 6 avril, le jour où nous prenions le pouvoir. Et je l'ai arrêté immédiatement le 6 même. Une fois que nous n'avons pas payé le solde et que nous avons retourné l'avion, après, les juristes font la suite. Donc, vous voulez dire que le Bénin n'a rien payé par rapport à cet avion-là? Sur cet avion, le Bénin avait payé une avance. Il faut dire que c'était un échange. Nous avions un avion que le gouvernement a décidé de rendre à un prestataire et de recevoir notre avion en retour. Et il fallait payer une soulte, donc un montant complémentaire au retour de l'avion. Donc il a été déjà décaissé 500 millions avant que l'avion n'arrive. L'avion est arrivé quelques jours avant le 6 avril et il a été engagé et puis mis en paiement un solde de 1,6 milliard que nous avons arrêté. Donc ce dossier est en cours d'analyse, mais ce qui est sûr, c'est que l'État s'est désengagé de cette opération. Mais c'est juste pour vous donner un exemple de mesures d'actions qui ont été prises en janvier et qui font que, quand vous observez la tendance des finances publiques sur les 3 mois de l'année et vous les projetez sur les 12 mois, nous étions dans une situation où nous risquons de terminer à un niveau de déficit de 10%, du jamais vu. Tout à l'heure, je vous ai dit que le niveau de déficit de 2015, autour de 8%, c'était le plus haut déficit
depuis plus de 1999. Avant 1999, nous n'avons pas de données comparables, donc je me limite à 1999. Ce déficit qui est le plus haut dans la zone UEMOA, le plus haut de l'histoire de notre pays depuis 1999, nous étions dans une situation où nous allions le dépasser. Donc il fallait tout de suite prendre des mesures d'urgence, des mesures pour stopper la dérive au niveau des gestions des fonds publics. Ensuite, prendre une catégorie de mesures conjoncturelles pour sauver l'année, sauver les performances économiques de l'année 2016. Et ensuite, immédiatement, poser les bases du développement économique, prendre des mesures pour préparer à la reprise et le développement de notre économie dès 2017. Donc, il y a eu ces 3 catégories de mesures. Justement, Monsieur le ministre, on va rester sur les mesures que vous avez abordées, aller un peu plus en détail parce que le Conseil des ministres du mercredi dernier en a décidé également de nouvelles. On a même pris la décision de créer désormais une cellule au niveau du ministère de l'économie et des finances pour gérer les voyages officiels. Donner un peu plus de détails aux téléspectateurs qui nous suivent par rapport à ces mesures. Alors, il y a eu plusieurs mesures. Si je peux déjà parler de cette dernière mesure dont vous parlez, qui date de mercredi passé, qui concerne la création d'une cellule chargée de coordonner, de centraliser les voyages officiels. Chers amis téléspectateurs, journalistes, personne ne peut m'expliquer pourquoi dans ce pays, alors que le budget des voyages officiels est de 5 milliards, en 2014, ce budget a été dépassé, nous avons dépensé 7 milliards au lieu de 5 prévus. En 2015, le budget de 5 milliards pour les voyages officiels, uniquement pour la partie billets d'avion, a été reconduit à 5 milliards, et tenez-vous bien, nous avons dépensé 17 milliards juste pour des voyages en 2015. Et sur le premier trimestre, nous avons déjà consommé les 5 milliards, parce que de façon classique, on prévoit à peu près une enveloppe de 5 milliards pour les voyages, que ce soit des ministères, des institutions de la République. Et donc, sur le premier trimestre, nous avions quasiment consommé également les 5 milliards. Tout responsable politique ne peut rester insensible à ça. Comment comprendre cela? Est-ce qu'il n'y a pas une traçabilité? Est-ce qu'il n'y a pas des justificatifs? Bien sûr, de façon, tout le monde sait ce qui se passe. Donc, il y a une corruption généralisée, il y a un laisser-aller, il y a un audit qui est en cours. Donc, l'audit révélera qui a fait quoi, qui a dépensé quoi. Donc, l'audit est en cours. Mais, vu l'urgence, nous ne voulons pas attendre que cet audit soit achevé pour prendre des mesures d'urgence. Nous ne pouvons pas continuer à laisser saigner notre économie, alors que nous savons que la solution réside en fait à la centralisation des voyages. Quand vous centralisez les voyages, vous discutez avec les compagnies de voyage et vous leur dites, on sait prévoir l'essentiel de nos voyages. C'est des voyages statutaires, c'est des voyages répétitifs. On achète des billets par lot et on économise. On bloque les billets en avance. Comme ça, on économise de l'argent. Et donc, c'est ce qu'on va faire. Nous allons l'expérimenter, nous l'avons créé, nous allons l'expérimenter sur les prochains mois et voir quel est le niveau d'économie que l'État peut faire. Donc ça, c'est un exemple de mesure qui a été prise. Mais puisque vous m'avez demandé qu'est-ce que nous faisons dans les mesures d'urgence, nous avons lancé immédiatement les travaux pour un collectif budgétaire. Il était important, une fois qu'on a stoppé la dérive, de dire, mais OK, comment nous atterrissons sur le reste de l'année? Donc, dans le cadre de cet exercice de collectif budgétaire, donc un collectif budgétaire, c'est-à-dire qu'on fait un ajustement au budget précédemment voté et on retourne devant les députés pour expliquer les ajustements que nous allons faire. Donc, nous avons fait une revue détaillée de plusieurs postes de dépenses et nous avons pu réaliser plusieurs économies. Déjà, il y a eu des économies de l'ordre de 125 millions qui ont été réalisées parce qu'il y a eu un resserrement de l'équipe gouvernementale, il y a eu l'adoption d'une structure type des ministères, il y a eu des limitations dans les frais de fonctionnement de certaines structures. Et tout ceci nous a conduit à une économie. La deuxième chose, c'est que nous nous sommes interrogés sur la qualité de certaines dépenses. Vous avez vu dans les décisions du Conseil des ministres et dans les annonces que nous avons économisé environ 5 milliards sur l'organisation des examens. Quand nous avions annoncé que nous réduisons les budgets pour les examens de l'ordre de 5 milliards, on a crié, on a dit, c'est pas possible, les examens ne pourront pas avoir lieu dans les bonnes conditions. Les examens ont eu lieu dans de bonnes conditions. Justement, comment est-ce que cela s'est passé? Sur ce point précis, ce qui s'est passé est simple. C'est-à-dire que, pour dire les choses de façon simple, un montant, généralement, c'est une quantité fois un prix unitaire, généralement. Donc, ce qu'on a fait, c'est de dire que nous n'allons pas contester le prix unitaire, c'est-à-dire combien on paye à un enseignant quand il corrige une copie, mais par contre, nous allons nous interroger sur les quantités. Compte tenu du nombre d'enfants inscrits pour les examens, est-ce que, en ne touchant pas aux indemnités, aux besoins unitaires par candidat, est-ce que les quantités prévues sont correctes? Et effectivement, ce qui se passe, c'est que quand on fait un budget en septembre-octobre,
on n'a pas encore le nombre de candidats aux élections de l'année d'après. Donc c'est normal qu'il y ait un écart. Mais qu'il y ait des écarts aussi importants, c'est interpellant. C'est interpellant parce qu'en matière de fonds publics, généralement, quand le budget est doté, quand on met l'argent à disposition, l'argent est consommé. Il est rare de donner à une structure de l'argent et ils reviennent dire voilà le reliquat. Donc, ce qu'on a fait, par exemple, c'est de dire écoutez, combien d'élèves vont aux examens? Prenons les quantités réelles et ajustons. Et c'est ce qu'on a fait. Également, de l'autre côté, c'est qu'il y a une dérive dans ce pays où on loue des voitures à tort et à travers. Donc, pour les examens, on loue des voitures. Un examen qui dure une semaine, il y a du temps de préparation, du temps après, mais des voitures sont louées pendant des mois, garées parfois sur les parkings. Donc, nous avons regardé la qualité de ces dépenses. On a économisé 5 milliards pour les fonds, pour les caisses de l'État. Et les examens ont été réalisés dans de très bonnes conditions. Donc, cet exercice, nous l'avons fait sur plusieurs lignes. Et finalement, nous avons réussi à réajuster nos dépenses, mais aussi nos recettes, pour obtenir un budget globalement équilibré et qui devrait se boucler par un déficit de l'ordre de 3,9%, ce qui revient aux normes acceptables dans l'espace UEMOA. Donc voilà, donc plein de mesures pour stopper et corriger la tendance au dérapage dans les dépenses publiques. Voilà, on ne pourrait pas les énumérer toutes ici, Monsieur le ministre. Vous avez parlé du collectif budgétaire, les députés étaient au rendez-vous pour vous donner le feu vert, vous avez le collectif, mais la situation générale dans le pays, c'est comme si, l'impression qu'on a, c'est comme si on a coupé le robinet, certains disent carrément que l'argent ne circule plus. Qu'est-ce qui se passe, Monsieur le ministre? Non, je comprends que l'on dise que l'argent ne circule plus. Il y a deux éléments qu'il faut avoir à l'esprit. Le premier, c'est que dans un système où l'argent a été utilisé à des fins politiques, où finalement on s'est servi de l'argent pour acheter le silence des personnes, pour acheter son impunité, quand brutalement ça s'arrête, ça perturbe. C'est clair. Donc il y avait des systèmes en place par lesquels des personnes touchaient de l'argent toutes les semaines, tous les mois. Donc quand vous arrêtez ça, ça perturbe. Ce qu'il faut dire, c'est que ne faut pas qu'en voulant arrêter des systèmes qui pénalisent les fonds publics, on pénalise l'économie. Parce que quand nous sommes arrivés, nous avons arrêté tous les paiements, ce qui veut dire que les paiements indus sont arrêtés, mais aussi les paiements qui sont dus, des paiements nécessaires au fonctionnement des institutions de la République aussi ont été arrêtés. Mais nous avons très vite fait le point et nous avons libéré au niveau des institutions de la République et au niveau d'un certain nombre de structures qui ont besoin de fonctionner sur les fonds publics. Nous avons libéré ce qu'il faut pour que les activités reprennent très rapidement. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait à peu près 162 milliards d'instances, donc de structures administratives, d'entreprises qui attendent de l'argent que l'État leur doit pour pouvoir payer des salaires et faire tourner réaliser leur mission. Celles-là ont été pénalisées. Et donc, ce qu'on a fait comme mesure, c'est qu'on a accéléré l'émission de l'emprunt obligataire pour récupérer des fonds, pour pouvoir libérer ces instances de paiement. 150 milliards de francs CFA. Voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est le fait qu'on ait bloqué le paiement de ces instances qui ont suscité un peu de remous. Mais ce que je veux dire, c'est qu'une bonne partie de ces instances remonte à 2015. Une bonne partie de ces instances remonte au premier trimestre. Vous voulez dire que les impayés datent de plus longtemps? Oui, les impayés datent non seulement de 2016, mais bien avant 2016. Et quand je parle des impayés, ça peut concerner des subventions que nos collectivités territoriales attendent pour fonctionner, qui datent de 2015 et 2014. Donc, le blocage, effectivement, il y a eu un sentiment général que l'argent ne circulait plus. Il y a l'argent qui ne doit pas circuler, qui a arrêté de circuler, ça c'est normal. Et il y a l'argent qui doit circuler parce qu'il faut ça pour fonctionner, qui a repris déjà. Alors, à quel taux vous vous trouvez maintenant pour ce qui est de l'appurement des dettes intérieures? Parce que vous avez dit les PME, les petites et moyennes entreprises attendent d'être payées sur, enfin, ces structures-là qui ont honnêtement offert des prestations à l'État et qui attendent à quel taux aujourd'hui? Parce que, enfin, il y a l'emprunt obligataire qui a été émis, il y a les 150 milliards qui sont là. Comment ça se passe au ministère des Finances? Là, ce qu'il faut dire, c'est que depuis le mois d'avril, ce que nous avons décidé de faire, c'est d'ajuster nos dépenses et les paiements des dettes en fonction des recettes que nous avons. Donc, avec une meilleure rationalisation de nos dépenses, nous avons déjà, même avant l'emprunt obligataire qui a été émis le 30 juin, nous avons commencé à rattraper les retards de 2016.
Donc beaucoup d'instances de paiement de 2016 avaient été déjà payées au 30 juin. Donc le lot concerne 2015 et avant. Donc ça, c'est le premier élément de réponse. Le deuxième élément de réponse, c'est de dire que l'emprunt obligataire que nous avons émis au 30 juin, une partie de ça est servie, est destinée pour payer. Et l'approche retenue est de dire, les instants non encore payés à fin juin, au moment où nous avons levé la dette, nous allons les payer tranche par tranche, mais de façon collective. C'est-à-dire que nous avons pris la première tranche, c'est toutes les factures de 0 à 20 millions, et nous les avons toutes payées, 0 à 20 millions. Donc s'il y a un prestataire aujourd'hui qui a des factures validées pour lesquelles les prestations ont été réalisées et dont le montant individuel est inférieur à 20 millions, mais ces factures ont été déjà payées. Parce que vous comprenez, monsieur le journaliste, nous ne voulons pas, nous voulons de la transparence et de la clarté dans la manière dont on gère les fonds publics. Quand vous procédez comme ça et vous annoncez à tout le monde que toutes les personnes qui ont des factures de 0 à 20 millions sont payées, maintenant les personnes qui ont des factures de 20 à 50 sont en cours de paiement, ces personnes restent tranquilles. C'est en cours, elles vont être payées. Pas besoin de faire la porte des personnes au budget ou au trésor pour forcer la main pour être payées. Nous voulons limiter ces situations qui peuvent conduire à des dérives. Donc nous allons payer tout le monde, tranche par tranche, et derrière, les audits se poursuivent. Les personnes qui vont être payées de façon indue vont devoir retourner les fonds dans les caisses de l'État une fois que les résultats de l'audit seront connus. Justement, monsieur le ministre, vous dénonciez il y a quelques jours un surendettement de notre pays, mais le gouvernement du président Patrice Talon n'a pas hésité à recourir à un premier emprunt obligataire. Il se dit qu'il y aura également d'autres emprunts obligataires qui suivront. Finalement, comment est-ce que le Bénin finira par apurer autant de dettes? Bon, ça me permet de clarifier quelque chose, parce que dans la précédente question, il a été question de dette intérieure, comment on va payer ça. C'est également l'occasion pour moi de clarifier les différents thèmes, parce que quand on parle de dette, instance de paiement, dette intérieure, dette extérieure, pour les téléspectateurs, ça peut être parfois pas très clair. Absolument. Surtout que d'un instant à l'autre, les chiffres sont en millions de milliards, parfois c'est des centaines de milliards, etc. Donc vous comprenez, tout le monde comprend qu'une dette, c'est ce qu'on doit à une personne, une tierce personne, n'est-ce pas? Okay. Donc dans cette catégorie, il y a ce qu'on appelle les instances. La première tranche, c'est les instances. C'est vous avez fourni un service et on doit vous payer. C'est une mairie qui a droit à sa subvention que l'État doit lui donner. Donc on va dire, c'est des prestations réalisées ou des subventions qui sont dues et que l'État doit livrer tout de suite. D'accord? Donc ça, c'est la première catégorie. On appelle ça les instances. En fonction du niveau d'exécution de la libération des fonds, soit c'est au niveau du budget, on parlera d'instance au budget, ou c'est au niveau du trésor, donc on parlera d'instance trésor. Donc l'ensemble, c'est vraiment ce que l'État doit aux prestataires pour des services fournis ou des subventions qui doivent être libérées. La deuxième couche, c'est ce qu'on appelle dette intérieure. En fait, alors pour le coup, c'est du crédit. Le premier, il y a eu des services réalisés, on doit payer les services. D'accord? Après, ensuite, nous passons à la dette intérieure. La dette intérieure, quand on dit dette intérieure, ça regroupe en fait le crédit pris par l'État auprès, en francs CFA, en monnaie locale, auprès donc des banques locales ou auprès de banques et institutions de la zone UEMOA. Donc quand on émet des bons du Trésor, ça fait partie de la dette intérieure. Et donc cette tranche-là de crédit de l'État, généralement de l'UEMOA, de notre espace économique, s'appelle dette intérieure, et le montant au 6 avril est de 1100 milliards. D'accord, un peu plus de 1100 milliards, 1200 milliards. La troisième couche, c'est maintenant la dette extérieure. Donc c'est généralement cette dette qui est utilisée pour faire les grands travaux, c'est les dettes auprès des bailleurs, c'est les dettes généralement libérées en devises, en dollars, euros, etc. Et une bonne partie de cette dette est ce qu'on appelle de la dette concessionnelle. Donc c'est de la dette à très très longue durée, parfois 40 ans, 50 ans, à taux très bas. D'accord? Donc on a ces trois catégories. Donc les instances, il n'y a pas de notion d'intérêt là-dessus, puisqu'on fournit des services ou c'est une subvention qui est due, on paye. Pas d'intérêt. La dette intérieure, il y a déjà des intérêts parce que c'est un crédit. Donc en francs CFA, dans le marché local. Et ensuite, la dernière couche, la dette extérieure. Donc la dette extérieure, c'est 1100 milliards. La dette intérieure, 1200 milliards. Ce qui fait que quand on parle de dette de l'État, donc on va dire d'éléments qui sont soumis à taux d'intérêt, globalement, on est à 2300 milliards. Et ça, c'est le niveau après la correction des 1200 milliards dont vous avez entendu parler. Parce que nous avons un PIB de 5500 milliards, d'accord? Quand nous avons pris nos fonctions, nos charges en avril, le 6 avril, le niveau de notre endettement était de 2300 milliards dont je viens de parler, plus les 1200 milliards
D'accord? Donc 3 400 milliards. Et ça, vous ramenez ça aux 5 500 milliards, donc vous voyez tout de suite que le niveau d'endettement, c'était au-delà des 65%. Donc ce que nous avons pris comme nous avons fait, c'est que en annulant ces marchés dits PPP, mais qui ne sont pas en réalité des PPP, nous avons réduit tout de suite notre niveau d'endettement qui est plus de 65% du PIB à un niveau de 41-42% du PIB. Donc pour dire que nous avons encore de la marge de manœuvre, parce que vous dites, vous avez pris un emprunt obligataire, vous allez prendre d'autres choses, mais est-ce qu'on ne va pas finir surendetté? Non, puisque nous étions à 65%, nous avons immédiatement corrigé pour revenir à un niveau de 42%, et donc nous avons de la marge. Et tout à l'heure, je vous disais que la parole d'un ministre des Finances peut jouer sur le moral des investisseurs, et je tiens à dire aujourd'hui que le seuil fixé pour le mois est de 70%. Donc, effectivement, en 3 mois, nous avons rapidement conduit notre pays au seuil, mais là, nous sommes revenus à un niveau qui est certes élevé, mais qui est encore tenable, et sur lequel nous allons travailler, et nous avons encore de la marge de manœuvre. Donc, nous avons encore de la marge de manœuvre, et un taux, c'est un numérateur, un dénominateur. Donc, pour pouvoir s'endetter, c'est qu'il faut travailler également sur le dénominateur. Il faut travailler pour que la production intérieure augmente. Il faut travailler que nous ayons beaucoup plus de prélèvements pour pouvoir faire le service de la dette. Si nous travaillons sur ces deux axes, c'est-à-dire nous travaillons pour avoir un PIB plus important, nous travaillons pour qu'il y ait une fiscalité intérieure plus importante et que nous avons des recettes fiscales plus importantes, nous allons pouvoir avoir les capacités de nous endetter et nous allons pouvoir avoir les capacités de servir la dette. Et donc nous travaillons, nous prenons également des mesures pour travailler sur ça, pour nous endetter. Alors, avant de parler des réformes fiscales que vous avez mises sur pied, justement mises en route pour quelque peu booster un peu, pour relancer l'économie, je veux dire, je voudrais, tout comme vous le savez mieux que quiconque, que c'est l'économie qui dicte le politique et que la croissance crée la stabilité. Mais aujourd'hui, il y a une conjoncture internationale, une conjoncture régionale également avec le géant voisin de l'Est, le Naira, qui a subi un coup très important qui impacte le Bénin. Nous allons faire un tour à la régie pour vivre ces images avant de revenir sur ce plateau. Dans Nigeria, s'il a changé, et Naira est bon tout ce qu'il y a là-bas, ici, là aussi, ça pas donné bon. La chute des revenus commerciaux a fortement affecté les entrées de devises au Nigeria et ceci dans tous les secteurs d'activité. Le Bénin étant intimement lié à son grand voisin, le Nigeria, en fait les frais. Le Naira est chuté, donc pour vendre maintenant, pour trouver 5 francs maintenant, c'est des problèmes. Les clients qui sont au Nigeria, ils veulent acheter des voitures et autres, là, ils disent que le Naira est chuté. Donc si les clients viennent, ils achètent chez nous là. Le reste d'argent, ils viennent acheter dans nos boutiques. Maintenant, on ne les trouve même plus. Les gens qui nous doivent ne viennent plus. La situation qui prévaut aujourd'hui au Nigeria, c'est ça qui se déteint sur les activités au niveau du Bénin. Donc, tant que la situation de l'autre côté ne va pas s'améliorer, sans être un oiseau de mauvais augure, je dirais que le bout du tunnel n'est pas pour tout de suite. Au niveau des pays africains, pour 2016, la Banque mondiale prévoit une baisse économique dans l'ordre de 4 à 5%, et en précisant qu'au Nigeria, cette baisse-là sera encore plus amplifiée. Je pense que 2016 doit être considérée comme une année de récession économique. Lorsqu'il y a une chute du cours du brut au niveau international, les anciennes raffineries pétrolières qui ne fonctionnaient donc pas ont été mises en chantier pour leur réhabilitation. Et de ce point de vue, lorsqu'on prend par exemple la raffinerie de Kaduna, non seulement elle est réhabilitée, mais elle a une capacité beaucoup plus grande désormais. Vous comprenez que les Nigérians ont mis en place un dispositif pour diversifier tout ce qui concourt au secteur d'activité et qui procure un peu plus de masse monétaire pour le fonctionnement de l'État et de la population. Un homme averti en vaut deux, dit-on. Si le Nigeria a pris des dispositions pour faire face à cette récession économique, quel est son impact sur le marché béninois? Le stock étant invendu, il n'y a pas de nouvelles importations, ce qui a fait qu'aujourd'hui, les navires même se raréfient. C'est clair que ceux qui rentrent, tous les employés, sont sans emploi aujourd'hui. Donc c'est une situation qui a des répercussions sociales
énorme, puisque je sais qu'il y a plus de 200 Libanais qui sont déjà rentrés. Et lorsqu'on sait qu'un Libanais a avec lui au moins 2-3 personnes en moyenne, on peut dire que plus de 600 Béninois de ce fait-là ont perdu leur emploi et sont dans des situations précaires. Je peux vous dire qu'on a connu une baisse dans l'ordre de 60% sur le trafic. L'instabilité de devises est fréquente au Nigeria et la plupart du temps, cela agit sur les activités économiques au Bénin. Un pays qui s'enrhume quand le Nigeria éternue. Voilà, le Bénin qui s'enrhume quand le Nigeria éternue, la clientèle nigériane qui est moins présente au port autonome de Cotonou, il faut le dire. Il y a des importateurs qui désertent l'espace béninois. L'impact est bien visible, monsieur le ministre. Face à cette conjoncture, que peut-on faire? La situation est effectivement préoccupante. Elle est préoccupante parce que, vous savez, les recettes fiscales liées aux relations entre le Bénin et le Nigeria représentent plus d'un tiers. Ça veut dire que plus d'un tiers de nos marges de manœuvre, de nos recettes qui nous permettent de financer et nos dépenses et aussi nos investissements directs intérieurs sont affectés. Nous sommes dans une situation où le Nigeria a subi 2 trimestres consécutifs de croissance négative. Donc, clairement, aujourd'hui déclaré par le Fonds monétaire international, pays en récession. La chute du prix du baril de pétrole fait que les rentrées de devises, donc l'entrée de dollars au Nigeria, ont fortement baissé. Donc, les réserves du Nigeria ont baissé. Donc, le Nigeria a pris un certain nombre de mesures pour protéger son économie et pour la relancer. Ces mesures ont eu 2 conséquences pour nous. D'une part, nous avons nos commerçants d'ici qui ont l'habitude de vendre des produits là-bas, ont du mal à vendre, comme vous avez pu voir dans l'élément, parce que la dévaluation fait que un produit en CFA devient beaucoup plus cher que par le passé. Donc les commerçants ont du mal à vendre, parce que de l'autre côté, protéger leur économie, mais le Nigeria a dû faire baisser le coût du naira. Deuxième élément, c'est que je vous ai dit tout à l'heure que le Nigeria a vu ses réserves de devises baisser. Donc le Nigeria est en recherche de devises. Or, nous avons quelque chose qui parfois peut être un avantage, parfois un handicap, qui est la fixité de la parité franc CFA et euro. Donc quand le commerçant nigérien arrive à avoir du CFA, quelque part, comme c'est arrivé à parité fixe sur l'euro, il arrive à sécuriser son naira en CFA et donc en euros. Donc du coup, nous avons aussi la conséquence de l'entrée et par grande quantité, de façon informelle, de produits du Nigeria, que ce soit le ciment, les boissons, etc., qui rentrent, mais en grande quantité de façon informelle. Comme le naira est bas, ces produits rentrent à un prix beaucoup plus bas que les produits fabriqués ici, et donc déstabilisent notre économie. Donc d'une part, nous avons cette volonté d'aspirer nos francs CFA, nos devises vers le Nigeria. De l'autre côté, la dévaluation fait que nous n'arrivons plus, nos commerçants n'arrivent plus à vendre. Donc nous avons ce double effet qui est très pénalisant pour notre économie. Donc face à ça, nous prenons des mesures d'urgence et aussi nous disons que c'est une formidable occasion pour réfléchir et corriger de façon durable, de façon structurelle cette situation. À ce propos, monsieur le ministre, que faire aujourd'hui concrètement pour que le Bénin cesse d'être l'otage du Nigeria au plan économique? Mais il y a plusieurs types d'actions. La première, c'est de dire qu'il faut réfléchir et prendre immédiatement des mesures qui nous permettent d'élargir notre base. Toute chose égale par ailleurs, j'ai dit le Nigeria, c'est un tiers. Si la base augmente, nous avons 700, 800 milliards par an de recettes fiscales. Si là-dedans, nous arrivons à accroître nos recettes sur la proportion de recettes fiscales intérieures, sur la taxation intérieure, donc de facto, le poids et notre vulnérabilité face au Nigeria va baisser. Mais la deuxième manière, c'est de dire qu'aujourd'hui, nous faisons essentiellement du commerce avec le Nigeria. Nous devons changer le paradigme. Et c'est pour ça qu'il y a l'initiative du grand marché à la frontière du Nigeria, sur l'initiative sur laquelle nous travaillons. Ouais, concrètement, c'est quoi ce grand marché-là que vous voulez? Mais ça consiste en fait à donner un cadre, un environnement où l'État accompagne l'agro-industrie et des industries de transformation à s'installer là et à offrir des produits et services dont le Nigeria a besoin.
Donc un marché de proximité où nous allons accompagner les porteurs de projets, mais des projets essentiellement agro-industrie et industrie de transformation pour se mettre à côté et servir le géant. Nous n'empêcherons pas le commerce de continuer, le commerce continuera, mais nous allons donner une priorité, bien entendu, à ces genres de mesures. L'idée ici, c'est de profiter de notre présence du Nigeria, et on en a parlé depuis des années, mais au moins maintenant, comme nous sommes dans le creux de la vague, de réagir et de changer, de transformer une relation de commerce finalement à une relation de partenariat où nous produisons des choses dont le Nigeria a besoin. Et nous avons également, je profite pour dire que nous avons lancé le cadre de concertation avec le secteur privé où nous les rencontrons, je les rencontre moi-même, j'ai rencontré des personnes dans le secteur donc, du ciment, dans tout ce qui est les brasseurs, etc., pour échanger avec eux. Donc ces cadres de concertation sont des occasions pour les écouter et prendre des mesures pour les accompagner. Nous avons à cœur à la fois le respect des règles communautaires, mais surtout avant le respect des règles communautaires, la protection de notre économie et de nos entrepreneurs. Je vous ai dit tout à l'heure que nous sommes pénalisés par l'entrée massive et de façon informelle de produits du Nigeria. Donc nous prenons les mesures pour limiter ces entrées informelles. Nous avons également un cadre au niveau du gouvernement pour échanger sur les mesures pour améliorer notre relation économique avec le Nigeria. Cette commission inclut le ministre d'État Biotchane, le ministre du Commerce, M. Lazare Sekretor également. Donc voilà, pour vous dire que nous prenons des actions concrètes, nous travaillons au niveau du gouvernement pour profiter, oui. Quelque part, vous savez, quand vous êtes en situation de difficulté et que vous arrivez à transformer cette difficulté en opportunité, plus tard, vous êtes beaucoup plus fort, vous sortez de ça renforcé. Et nous, notre objectif, c'est de sortir de cette période de crise de façon beaucoup plus renforcée. Et donc, tout est fait pour protéger nos industries face à l'entrée de produits du Nigeria à un coût bas, qui déstabilise l'économie, mais aussi préparer le lendemain, changer de façon structurelle nos relations économiques et nos échanges avec le Nigeria. Monsieur le ministre, c'est vrai, vous venez de démontrer que beaucoup de choses se font pour renforcer les relations avec le géant voisin que constitue le Nigeria, mais certains font le reproche au chef de l'État de n'avoir pas, à l'instar de ses prédécesseurs, de ne pas mener une certaine démarche politique envers les autorités nigérianes comme l'ont fait ses prédécesseurs. Bon, déjà, nous avons eu l'occasion de dire que le président du Bénin a des contacts avec le président du Nigeria, ça c'est plus qu'évident. Hier, le ministre des Affaires étrangères a rappelé que nos deux chefs d'État ont eu un tête-à-tête à Abuja le mois passé, ou en fin mai. Et ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a le chef de l'État et il y a son gouvernement. Le ministre des Affaires étrangères a rappelé hier qu'il a des relations quasi hebdomadaires avec son homologue. Et moi-même, j'ai des contacts courant avec mon homologue du Nigeria, avec des personnes du Nigeria. Donc, je pense qu'il faut qu'on arrête de faire des fixations sur les visites officielles qui sont généralement protocolaires, où les chefs de l'État se voient et puis bon, tout le monde est content, ils se sont vus. Nous sommes conscients que nous avons besoin de resserrer nos relations avec le Nigeria et nous travaillons, pas dans le bruit, mais de façon concrète. Et l'ensemble du gouvernement, le ministre de l'Énergie est quasiment toutes les 2-3 semaines au Nigeria pour la question de la crise énergétique. Moi-même, je travaille avec le ministère du Plan et le ministère du Commerce sur les initiatives dont je vous ai parlé. Donc, non, ne vous inquiétez pas, les relations avec le Nigeria sont une bonne et deux sont de plus en plus resserrées. Nous sommes en contact avec nos homologues. Là, vous avez rappelé les propos du ministre des Affaires étrangères, des propos tenus lors de la rencontre que vous avez eue avec le corps diplomatique. On se rappelle, vous étiez ensemble avec le garde des Sceaux, la ministre en charge de l'enseignement supérieur, évidemment, le ministre des Affaires étrangères. Nous allons changer de sujet, sinon aller dans la suite de ce que nous disions tantôt, les réformes fiscales, on en parle, il y a eu des mesures à ce niveau-là. Quelles sont les plus essentielles, les plus porteuses je dirais, d'avantages pour les entreprises, pour les structures qui créent les emplois chez nous? Quelles sont ces mesures-là? Listez-nous quelques-unes de ces mesures. Déjà, la philosophie générale des réformes que nous avons lancées et déjà votée dans le cadre du collectif budgétaire vise à l'allègement des procédures administratives, à l'allègement de la pression fiscale sur un certain nombre de sujets pour donner un souffle nouveau à l'économie. Quand je parle d'allègement de procédures administratives, nous avons décidé d'opérationnaliser la direction générale du foncier, qui est une structure qui va désormais centraliser toutes les démarches
liées à l'obtention du permis foncier. Aujourd'hui, pour avoir son titre foncier, il y a des démarches vis-à-vis des communes, il y a des démarches vis-à-vis de plusieurs structures de l'État. Et donc, donner les moyens à l'ANDF qui a été créée, mais qui manquait de moyens, donner des moyens, opérationnaliser les structures décentralisées de l'ANDF pour que cette réforme soit une réalité. Donc ça fait partie des mesures nouvelles d'allègement administratif. Donc, alléger les procédures pour que les choses se fassent de façon plus rapide. Du point de vue allègement fiscaux, nous avons pris un certain nombre de mesures concernant notamment le secteur de l'immobilier. J'ai eu des questions, on me dit mais qui profite de ça? Pourquoi uniquement ces personnes? Et moi je voudrais profiter de cette occasion pour vous donner un exemple simple. Vous prenez le cas d'un jeune Béninois qui a 25-26 ans, qui a terminé ses études, qui a décidé, au lieu de chercher à être fonctionnaire ou à travailler, à se lancer à son propre compte. Il a l'idée de créer une petite structure de conditionnement de boissons. Il lui faut à peu près 6 millions pour acheter l'équipement pour mettre en sachet, en bouteille plastique, les boissons, et un petit peu de fonds de roulement pour se lancer. Donc besoin d'un crédit de 10 millions. L'idée est bonne, le modèle tient la route, mais il a besoin d'un crédit de 10 millions. Il va à la banque dit « Ok, le modèle semble bon, mais vous n'avez pas de sûreté, vous n'avez pas de garantie. » Et là, il se dit « Ah oui, mon grand-père décédé avait un terrain que je peux utiliser, que je peux apporter. Ce terrain, si on prend l'hypothèse qui est valorisée à quelques dizaines de millions de francs CFA, et vous calculez les droits de succession à payer sur ce terrain, vous ajoutez les droits de mutation pour mettre le titre foncier à son nom, vous ajoutez les droits d'inscription de l'hypothèque, vous ajoutez les droits d'inscription du crédit bancaire, vous arrivez à peu près à 4,5 millions. Nous avons fait les calculs. Donc, pour avoir un crédit de 10 millions, mon jeune Béninois qui a une belle idée, qui est prêt à se lancer, devra dépenser 4,5 millions pour avoir un crédit de 10 millions. Et ce crédit va être à un taux élevé, puisque quelque part, il y a le taux bancaire qui fait que les crédits sont chers, mais en plus, il y a des taux qui s'ajoutent pour l'inscription des contrats. Et nous, ce qu'on a fait, c'est de supprimer tout ceci. Nous avons, en faisant l'allègement des procédures administratives, en rentrant en opération de l'ANDF, notre jeune homme qui devrait mettre plus de 6 mois pour faire toutes ces procédures, peut le faire dans un délai d'1 mois à 45 jours, plus de célérité. De l'autre côté, au lieu de dépenser 4,5 millions, il n'y aura plus que le forfait à payer au notaire pour avoir son titre. Donc autour de 100 000 pour avoir ça. Donc de 4,5 millions de frais, 100 000. Plus de frais à payer pour inscrire plus de droits de succession, plus de droits d'enregistrement pour mettre le titre foncier à son nom, plus de droits d'inscription du crédit. Quand la banque va lui faire le crédit, il faut inscrire le crédit, il faut payer. Plus de droits d'inscription de l'hypothèque. Et à la fin du remboursement du crédit, la radiation de l'hypothèque aussi faisait l'objet de paiement d'un droit. Donc ça aussi, c'était supprimé. Voilà, ça c'est du concret. Vous voulez dire que cette mesure est déjà opérationnelle? Complètement opérationnelle. La loi a été votée à l'Assemblée nationale. Le décret de promulgation a été déjà pris. Donc aujourd'hui, ce que je vous dis est une réalité. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un jeune qui, même hors de Cotonou, qui a ses parents qui ont une ferme, qui ont des terrains, peut aujourd'hui, s'il a une idée, profiter de ces mesures pour avoir facilement accès au crédit. Et ça, c'est du concret. Et donc, je dis, au-delà d'énumérer les mesures, j'ai voulu vous prendre cet exemple pour vous dire, voilà ce que nous faisons. Et ces mesures, nous allons voir dès 2017 ces impacts. En faisant comme ça, ce n'est pas des mesures faciles. Nous sommes privés de 10 milliards de recettes, parce que c'est des recettes faciles pour l'État. Vous savez, quand vous signez un marché avec l'État aujourd'hui, vous devez enregistrer le marché. Vous devez payer des droits d'enregistrement. Donc, vous livrez du papier à un ministère, vous avez un marché de 2 millions, déjà on vous prend une bonne partie de votre marge parce qu'il faut aller inscrire ce contrat. Donc, tout ceci a été supprimé pour permettre en fait aux opérateurs économiques d'avoir plus de marge de manœuvre pour accroître leurs activités et pour mieux payer leurs salariés. Et aussi pour donner l'opportunité aux jeunes qui sont porteurs de projets, dans l'exemple que je viens de donner, de se lancer dans la vie. Donc ça, c'est du concret. Ça, c'est ce que nous sommes en train de faire. Monsieur le ministre, justement, vous parliez tantôt du cas de l'ANDF. On va rester sur cet exemple-là pour vous demander d'expliquer un peu plus aux téléspectateurs les réformes que vous avez initiées au niveau de l'AOF de votre ministère. Oui, effectivement, nous avons procédé à la réforme, les AOF pour que les téléspectateurs comprennent. AOF, ça fait attribution, organisation et fonctionnement. Voilà, donc c'est le document qui décrit l'organisation, les attributions du ministère, c'est-à-dire quelles sont l'attente du ministère, son fonctionnement et son organisation.
Déjà, je tiens à rappeler que l'ensemble des ministères ont dû mettre à jour leurs AOF. Pourquoi ceci? Vous avez vu au 6 avril, le président de la République a annoncé un gouvernement resserré. Donc, dans un besoin, dans une idée de rationaliser les coûts, mais surtout de plus d'efficacité, il a été mis en place un gouvernement resserré avec 20 ministres opérationnels, contre 28 à peu près auparavant. Donc, 21 finalement. Donc, le ministre d'État chargé de la présidence est un ministre d'État à la présidence de la République qui a des attributions particulières qui sont différentes d'un ministre opérationnel. Les ministres opérationnels qui ont des ministères vivants sont d'une vingtaine. Le ministre d'État à la présidence de la République a une vision centrale et transversale sur l'ensemble des activités des autres ministères opérationnels. Donc au niveau des 20 ministères opérationnels, puisque vous partez de 28 ministères à 20, il fallait revoir les attributions, réorganiser les attributions. Donc ça, c'est une première raison qui justifie ça. La deuxième raison qui justifie ça, c'est que dans un souci de plus d'efficacité et de rationalisation des fonds publics, de rationalisation dans la gestion des fonds publics, il a été décidé de faire un AOF type. Donc c'est un document qui dit un ministère type au Bénin doit ressembler à ça. Plus de protocoles, plus de cellules de communication, plus de chargés de mission, etc. Donc à partir du moment où on a décidé qu'au niveau de l'État, désormais un ministère doit ressembler à ça, il fallait que chacun des ministères tire les conséquences. Donc première raison, resserrement du nombre de portefeuilles. Deuxième raison, élaboration, adoption d'un modèle type d'AOF de tous les ministères. Et enfin, pour ce qui est du cas de mon ministère, nous avons la LOF. La LOF, c'est la loi organique sur la gestion des finances publiques. C'est comme la constitution de comment on organise, on gère les fonds publics. La LOF impose des contraintes sur l'organisation de la gestion des fonds publics. Et il fallait aussi tirer les conséquences de ça. Notamment, je vous donne un exemple, aujourd'hui, à partir de 2017-2018, les ministères auront beaucoup plus de responsabilités dans l'exécution du budget. On leur donne le budget, on leur donne plus de marge de manœuvre dans l'exécution du budget. Ce qui fait que, de facto, la direction chargée de l'exécution du budget n'a plus forcément de raison d'être en l'état. Ses attributions changent. Maintenant, elle doit faire beaucoup plus de suivi, de s'assurer que les fonds publics sont bien gérés et non plus exécutés. Donc, ça fait partie aussi des mesures qui sont liées à la LOF qu'il fallait intégrer dans l'AOF de notre ministère. Donc, voilà les trois grandes raisons qui ont conduit à mettre à jour les AOF de notre ministère. Mais là, il faut dire que ces mesures-là n'ont pas forcément réjoui tout le monde. Ça fait seulement 100 jours, un peu plus, que vous êtes au gouvernement. Vous n'êtes pas resté à l'abri de la fronde syndicale. On a vu au Trésor ce mouvement de débrayage avec les bandeaux, avec la fermeture des bureaux. Les travailleurs ont déserté leurs bureaux. Ils ont manifesté leur mécontentement. Fort heureusement, je crois que ça a repris depuis quelques temps. Comment est-ce que vous vivez cette tension-là? Parce qu'il faut avouer que le ministère des Finances, le ministère de l'Économie et des Finances n'est pas un ministère ordinaire. Non, vous avez complètement raison. Je tiens déjà à clarifier les échanges qu'il y a pu avoir avec les organisations syndicales sur les AOF n'ont pas conduit à un mouvement de grève au niveau du ministère des Finances. Mais il y a eu quand même, il y a eu des griefs, il y a eu quelques réactions par rapport. Absolument, il y a eu des réactions totalement légitimes de la part des représentants syndicaux, des centrales syndicales du ministère des Finances, suite à l'adoption de l'AF. Je les comprends, je veux dire que sans avertir, j'arrive et je dis, voilà les AOF du ministère des Finances. Les organisations syndicales disent, nous on a été habitués à être associés à ce travail. Et donc c'est un point de principe, je dis, sur le principe, je vous comprends, ok, j'ai compris. Mais ce qui s'est passé, c'est que vous avez un chef de l'État qui a été élu avec un programme, avec une vision, avec un plan d'action. Cette vision, ce plan d'action s'est décliné à la mise en place d'une équipe resserrée. Il fallait revoir les AOF. L'adoption des AOF type des ministères a conduit à supprimer un certain nombre de postes et à regrouper certains. Ça, c'est les visions. La vision du chef de l'État, c'est sur son programme qu'il a été élu. Donc ça a été décliné de façon centrale parce que c'est la meilleure façon d'aller vite, c'est la meilleure façon d'intégrer la vision du chef de l'État. Mais quand on a échangé avec les organisations syndicales et que je leur dis que j'ai compris leur réaction, mais de l'autre côté de comprendre la philosophie, on s'est compris. Et ce qu'on s'est dit, c'est qu'une fois l'AOF du ministère adopté, il faut également adopter les AOF des grandes directions de chaque structure. Et là, nous le faisons en parfaite coordination et en discussion continue avec les organisations syndicales.
Et donc, c'est ce que nous faisons. Et vous savez, quand vous expliquez les choses, on arrive toujours à s'entendre. Je l'ai déjà dit une fois, les organisations syndicales sont là pour protéger les intérêts des fonctionnaires et l'intérêt du peuple béninois tout entier, de façon indirecte. Je suis là pourquoi? Pour servir le pays et pour protéger les biens publics, les deniers de l'État et réaliser, accompagner le gouvernement pour le développement du pays. Nous avons les mêmes intérêts. Ce qui peut se passer, c'est que l'envie d'aller vite, l'envie de bien faire, peut faire qu'on peut parfois prendre des décisions très vite, sans expliquer les fondements de la décision. Et donc, il y a une réaction normale. Hein. Je donne toujours l'exemple, si vous avez là un moustique posé sur votre main, je veux vous taper sur la main, vous allez reculer. Alors que, de facto, ce que je voulais faire est bien pour vous. Mais si je ne vous avertis pas, je m'approche, je vais vous faire une tape sur la main, pour votre propre bien, vous allez reculer. Et donc, c'est ça qui se passe. Donc, je pense que la discussion avec les organisations syndicales, moi, dès le premier jour, c'est ce que j'ai fait. Elle est continue, on va resserrer les liens. Permanent, donc, voilà. Et quand on explique, voilà. Nous tendons vers la fin de cette émission. Si vous permettez, pour le Trésor, la discussion était tout autre. Le Trésor n'a pas débrayé pour des raisons liées à la... Il y a un argent qui a été relevé du côté de la France et puis après, ses collègues ont voulu manifester leur solidarité. Nous n'allons pas refermer cette émission sans parler de la lutte contre la corruption. Monsieur le ministre Romuald Wadani, je rappelle, vous êtes diplômé de Harvard Business School et de l'École supérieure des affaires de Grenoble, c'est sur Internet, je lis en ce moment. Vous avez fait vos preuves au cabinet Deloitte à Lyon, vous avez accumulé beaucoup d'expérience. Dans notre pays, on a cette culture-là de faire des incantations par rapport à la lutte contre la corruption et au finish, eh bien, ça fait pchit. Alors, on a annoncé des audits, on a dit qu'on va voir clair dans les dossiers, mais finalement, la question se pose. Est-ce qu'il y aura une rupture radicale à ce niveau? Je pense que les tout prochains jours, les prochaines semaines vous donneront la réponse à cette question. Parce que, déjà, mettez-vous à ma place. Même si l'intention n'était pas d'aller vers l'impunité, même si l'intention n'était pas de sanctionner les personnes qui se sont rendues coupables d'actions condamnables, le ministre des Finances que je suis ne pourra pas vous dire autre chose. Donc, forcément, je vais vous dire, bien sûr, il n'y aura pas d'impunité. Bien sûr, les audits iront jusqu'au bout. Bien sûr, les personnes seront sanctionnées. Donc ça, c'est le discours que tout ministre ici vous tiendra. Mais moi, je suis tout à fait serein. Je vous dis, nous sommes proches. Nous allons voir dans quelques jours. Et je serais très content que dans quelques jours, vous m'invitiez ici pour qu'on en parle. Et là, nous aurons des faits. Là, nous aurons des actions concrètes. Et là, nous pourrons parler. Ce que je peux vous dire, c'est que comme je vous l'ai dit en début, je suis un homme d'action et pas de parole. Je peux vous dire, vous avez rappelé mon profil auditeur, et pas que auditeur d'ailleurs, mais j'ai une bonne partie de mon parcours qui a été dans l'audit. Nous allons veiller à ce que les audits se fassent de façon transparente, les résultats connus et la justice régulièrement saisie. On ne peut pas prendre l'État, les rênes du pouvoir dans l'État que nous avons connu, dire que l'économie est désastreuse, que la situation économique est désastreuse, le Fonds monétaire a donné ses inquiétudes, et fait tout ça et dit, en fait, c'est normal, et personne n'est puni, et que tout est normal. C'est dangereux parce que si nous ne le faisons pas, nous donnons un mauvais exemple, déjà à nous-mêmes. Si je vois ça et que je ne fais pas ça, moi-même ici, je pourrais avoir tendance à ne pas être rigoureux dans la gestion des fonds publics. Mais quand nous allons procéder aux sanctions appropriées, je vais me dire moi-même, mais si je ne fais pas ça, mais quand il y aura la prochaine alternance, mais dis donc, mais je vais connaître la même sanction. Donc c'est déjà utile pour que nous-mêmes, dirigeants, acteurs politiques aujourd'hui qui sommes là, nous soyons tenus dans les règles. Donc ça, c'est indiscutable. Donc nous devons le faire déjà pour nous-mêmes et pour la protection des biens, de l'intérêt général. La deuxième chose, c'est que si nous ne le faisons pas, la jeunesse aujourd'hui voit comme exemple que la facilité, voit comme exemple l'argent facile. On peut juste, au lieu de créer de l'emploi, au lieu de travailler, on se dit, mais on va faire des affaires, on va faire ci et ça pour pouvoir vite avoir de l'argent. Donc c'est un mauvais signal qu'on donne à la jeunesse. Et donc si la jeunesse a ce signal-là, mais c'est l'avenir de tout le peuple qu'on hypothèque. Donc il y a tellement de raisons qui font qu'il n'y a pas d'excuses à ne pas aller jusqu'au bout des audits, à ne pas rendre les résultats publics et à ne pas tirer les conséquences en matière de sanctions. Voilà, monsieur le ministre, le pari est pris, les Béninois ont entendu. Eh bien, la prochaine fois, si le pari est tenu, on va vous inviter. Vous allez venir ici et nous dire exactement ce qui a été fait dans ce sens-là. En tout cas, merci
d'avoir répondu à notre invitation. Josué Merouenou, merci d'avoir animé cette émission avec moi. Nous sommes quasiment à la fin. Je voudrais remercier les téléspectateurs de nous avoir suivis. Merci à vous tous et à vous toutes. À très bientôt.